Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept qui est l'abdo-IMO. Donc l'abdo-IMO, c'est vraiment pour vous donner tout ce qui s'est passé dans l'actualité sur l'immobilier sur cette semaine. Donc on va retrouver déjà, on va commencer par tout ce qui est syndic. Donc le syndic, il y a une nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier 2022 où là les syndics professionnels doivent remettre aux copropriétaires une fiche d'information standardisée sur le prix et les prestations qu'ils proposent. Donc avant il y avait la loi Allure, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui savaient, mais la loi Allure, il y avait pas mal de problèmes. Et là maintenant, donc, depuis ce 1er janvier 2022, les syndics de copropriété ont l'obligation de remettre ce document aux copropriétaires. Donc c'est un document qui donne une information complète sur les prestations et les tarifs pratiqués par le syndic professionnel. Donc il a pour but de protéger les copropriétaires en leur apportant des informations plus claires. Pour les syndics, ça va être un peu plus compliqué maintenant, parce qu'ils vont devoir décrire vraiment tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils facturent. Donc, dans ce document, ce qui va être obligatoire, c'est les principaux éléments sur l'identification du contrat du syndic, les éléments sur la copropriété concernée, la durée du contrat. Donc ici, on est ici, il y a eu ça. On a la quantité des heures ouvrables et les horaires de disponibilité, le contenu du forfait, les prestations particulières non comprises dans le forfait, en précisant si elles sont rémunérées au temps passé ou au tarif forfaitaire total proposé. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, aux travaux et aux études techniques et aux litiges contentieux. Et les prestations de gestion administrative et matérielle relatives au sinistre. Tarification pratiquée pour les principales prestations applicables aux seuls copropriétaires concernés. Et toutes ces informations listées ci-dessus doivent figurer sur le document qui ne doivent pas non plus comprendre d'autres éléments. Après, il s'expose à une amende pouvant aller de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Donc là, il s'expose à des amendes. Donc là, vérifiez maintenant, tous les syndics de propriété depuis le 1er janvier 2022 doivent respecter cette nouvelle loi. Donc ensuite, on va parler des nouvelles normes environnementales qui devraient rentrer normalement en vigueur le 1er janvier 2022, mais qui rentreront finalement le 1er juillet de cette année. Donc le but, c'est vraiment de limiter les émissions d'effets de serre et des équipements de chauffage, donc toujours dans le but écologique. Là, par contre, ça a posé problème pour tous ceux qui ont des chaudières, qui veulent des chaudières au fioul et des chaudières à charbon. Des chaudières à charbon, il n'y en a pas énormément, mais des chaudières au fioul, il y en a quand même encore beaucoup. Alors, la mesure qui a été initialement attendue le 1er janvier s'appliquera à partir du 1er janvier 2022, c'est ce que je vous ai dit. Donc un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire devra respecter un niveau d'émission de gaz à effet de serre inférieur à 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc après, comme ils disent, le plafond vient exclure tous les équipements neufs fonctionnant au charbon ou au fioul. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être au charbon et au fioul, c'est fini, vous ne pourrez plus en acheter parce que ça va dépasser ce taux. Alors par contre, pas vous inquiéter, ceux qui ont déjà des chaudières au fioul et au charbon. Donc là, les propriétaires existants qui fonctionnent au fioul, au charbon. Par contre, si un jour ça tombe vraiment en panne, il va falloir vraiment les changer et il faudra changer d'énergie de chauffage. Donc après, il y a beaucoup d'énergie, souvent les énergies fossiles. Et il faut savoir que cette énergie, donc tout ce qui est fioul et charbon, c'est la 3e énergie de chauffage en France. Donc rappelons que le fioul domestique est la 3e énergie de chauffage en France, chauffant près de 4 millions de bâtiments, dont plus de 3 millions de maisons individuelles en résidence principale. Ces maisons chauffées au fioul se trouvent principalement dans les territoires ruraux et périurbains, que les réseaux de chauffage ou le gaz de ville ne desservent souvent pas. Donc ça, c'est un peu logique, c'est-à-dire si vous n'avez pas le gaz, souvent ces personnes-là choisissent le fioul ou le charbon. Donc ensuite, on va parler de Paris. Donc Paris, donc il y a une étude qui a été faite par PAP, donc c'est un site internet de particulier à particulier pour les annonces immobilières. Donc ils ont publié une étude, ils ont fait ça sur 27 500 annonces à Paris et 42%, donc c'est quand même énorme, ne respecteraient pas les règles en vigueur en ce qui concerne l'encadrement des loyers. Donc 27 524 au total dans la capitale, 42% ne seraient pas conformes à la réglementation pour l'encadrement des loyers. Entre le 1er janvier et le 26 décembre 2021, autant les biens meublés que les biens vides. Donc à savoir que les logements de moins de 20 mètres carrés sont très prisés. Après, plus la taille du logement est petite et plus celle-ci est susceptible de ne pas respecter les règles. Donc selon l'étude, 3/4 des propriétaires de logements de plus de 20 mètres carrés respectent l'encadrement des loyers, contre 3/4 de ceux possédant un bien en dessous de 20 mètres carrés qui ne le respectent pas.
Sachant qu'après, un 20 mètres carrés se loue en moyenne 640 euros contre 902 euros pour un appartement de plus de 20 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont au-dessus de 20 mètres carrés, le loyer est beaucoup plus cher. Donc forcément, ils vont pouvoir peut-être faire un peu plus de travaux. Et généralement, c'est le premier, le 8e ou le 16e arrondissement qui se classent les moins bien. Et c'est souvent des chambres de bonne qui sont louées, en dessous de 20 mètres carrés. Ensuite, on va parler des premiers barèmes qui sont tombés sur l'immobilier. Donc certaines banques ont encore abaissé leur taux d'intérêt en ce début d'année 2022. Donc il y en a beaucoup qui disent que les taux d'intérêt vont augmenter. Moi je pense qu'ils vont augmenter, peut-être pas en début d'année, mais sûrement en fin d'année. Donc 270 milliards d'euros de crédits immobiliers accordés en 2021. 1,2 million de transactions immobilières. Explosion des résidences secondaires. Donc en gros, apparemment, c'est une année record sur 2021. La plupart maintiennent leur taux particulièrement bas. Donc toutes les banques généralement arrivent à maintenir leur taux assez bas. Donc là en janvier 2022, 1% le taux d'intérêt sur 15 ans. C'est rien du tout. 1,15% sur 20 ans et 1,4% sur 25 ans. C'est vraiment que dalle, faut vraiment investir maintenant. Donc tout ça est grâce à la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et ils disent que si en 2022 ce taux doit augmenter, il passera de 1,15 à 1,40, soit 22 euros par mois pour un crédit de 200 000 euros sur 20 ans. Donc c'est vraiment que dalle, vous n'allez même pas le sentir. À savoir que les banques préfèrent les couples et les jeunes. En janvier, on peut toujours emprunter à 1% environ. Et par contre, il faut un apport de 10% en moyenne. C'est toujours pareil, si vous n'avez pas d'apport, ça va être c'est compliqué d'emprunter à la banque, surtout pour un projet IMO. Donc les banques privilégient les couples et privilégient aussi les profils de moins de 35 ans. Parce que ces personnes-là, après, ils vont avoir un enfant, ils vont avoir une femme, donc du coup, ils vont peut-être mettre tout leur compte dans la même banque. C'est pour ça qu'ils privilégient ces personnes-là. Un accès restreint au crédit pour certains emprunteurs en 2022. Donc faites attention, il y a des emprunteurs qui vont malheureusement souffrir de tout ça. Depuis le 1er janvier 2022, ils doivent davantage réguler leurs octrois de crédit immobilier. Donc le Haut Conseil, qui avait recommandé aux banques en 2021 de limiter le taux d'endettement à 35% pour une durée maximale de 25 ans, a transformé cette recommandation en obligation. Donc c'est une obligation maintenant de réguler tous ces crédits sur 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de respecter les 35% sur l'année 2022. Donc certains profils d'emprunteurs devraient particulièrement souffrir de cette nouvelle réglementation, les primo-accédants, les emprunteurs les plus modestes, ainsi que ceux qui n'ont pas d'épargne ou d'apport pourraient voir réduire leur chance d'obtenir un prêt. Donc il y a aussi les investisseurs immobiliers, car sur 20% de dossiers qui pourront échapper à la réglementation, seul 1 sur 5 pourra être porté par un investisseur. Donc c'est vraiment que dalle par rapport à avant. Donc faites attention, il y a des crédits qui ça va être un peu plus compliqué d'avoir. Donc ensuite, on va passer aux villes. Donc il y a un classement qui se fait. Donc là, c'est les villes les plus attractives en termes d'emploi et d'opportunités immobilières. Donc fini les grandes villes, place aux villes moyennes. Donc forcément, ça on le sait tous maintenant, qui concilient environnement agréable, perspective de recrutement et opportunités immobilières. Les villes moyennes sont particulièrement attractives. Un confort de vie et des mètres carrés supplémentaires pour un budget qui ne peut être divisé par 5 pour la même surface. Après, dans le top 3 des villes, comme on a vu, on a Mulhouse, donc là à la tête du podium, on y retrouve 6,29% d'offres de CDI pour 100 habitants. Ces derniers pouvant s'offrir en moyenne un logement de 83 mètres carrés. Ensuite, on a Orléans, c'est la ville qui recense le plus d'offres d'emploi par rapport à sa population, 7,22. Des offres en CDI pour 100 habitants. Et enfin, en troisième position, on a Dijon, qui a vu son taux d'emploi grimper en un an avec 6,47% d'offres en CDI pour 100 habitants. Les opportunités d'emploi, ils sont multipliées par 12. Donc c'est quand même assez énorme. Les offres d'emploi, il y a 12 fois plus d'offres qu'en 2020. Les villes les moins attractives, donc qui sont pas d'ailleurs, que j'ai pas mis dans le classement, on retrouve quand même Marseille, Montpellier ou encore Nice. Donc ni un beau taux d'emploi, ni un pouvoir d'achat attractif. Donc le prix de la ville la moins attrayante après Paris est décerné à Nice. Donc c'est la ville où là, il ne faut vraiment pas y aller si vous voulez essayer de trouver du job. Taux d'emploi à 2,47%. 36 mètres carrés, autant vous dire que vous n'avez pas grand-chose. Marseille aussi. Après, derrière, vous retrouvez Marseille à 2,48% de CDI pour 100 habitants et 50 mètres carrés. Donc un peu plus grand. On arrive à trouver une habitation un peu plus grande. Donc ensuite, on va parler d'Evergrande. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une société, donc c'est un promoteur chinois
qui est en train de faire faillite, hein, qui essaye de rembourser ses dettes, mais c'est très compliqué. Et là, juste en janvier, là, en début d'année, le géant chinois de l'immobilier Evergrande a annoncé lundi 3 janvier, donc c'est très récent, une nouvelle suspension de sa cotation à la bourse de Hong Kong, sans expliquer les raisons. Donc clairement, si la cotation a été stoppée, c'est que les actions de Evergrande, ils ont peur que les actions d'Evergrande descendent parce qu'ils ont trop de choses à rembourser. Donc étranglé par une dette d'environ 260 milliards d'euros, donc ce qui est énorme. Le groupe a déjà connu une suspension de sa cotation en octobre, donc c'est pas la première fois. Donc la semaine dernière, Evergrande a brièvement rassuré les investisseurs qu'ils allaient soi-disant livrer des dizaines de milliers d'unités ce mois-ci et de rembourser certaines dettes. Mais l'action a plongé en fin de semaine après une information faisant état de 2 autres défauts de paiement à l'étranger. Donc c'est pour ça que la cotation, comme je vous ai dit, a été stoppée directement. En septembre, des acquéreurs immobiliers et des investisseurs sont venus manifester devant le siège à Shenzhen pour exprimer leur inquiétude face aux difficultés du promoteur et à honorer ses obligations envers les fournisseurs et les entrepreneurs. Alors savoir que ce promoteur ne livre pas ses appartements, enfin c'est bien. Vous avez des familles chinoises qui sont dehors, qui attendent leurs biens, mais il y en a, ils ne l'auront jamais, il y en a qui l'auront peut-être. Et surtout, il y a le processus de restructuration de la dette de l'entreprise est supervisé par le gouvernement de la province de Guangdong, où se trouve le siège d'Evergrande. Donc autant vous dire qu'il est obligé de rembourser la dette de 260 milliards qu'on retrouve ici. 260 milliards d'euros. Alors dernière information, ça va être sur les frères Bogdanov. Donc le dernier frère est décédé cette semaine. Ils ont une demeure dans le village de Montfort, dans le Gers. Sauf que le problème, c'est que c'est une ruine, quoi. Ça tombe en ruine. Ça fait 36 ans qu'ils l'ont acquise. Ils l'ont acquise pour 280 000 euros, donc c'est vraiment pas cher. Apparemment, l'eau ruisselle dans les escaliers de la tour. Il y a quand même 11 héritiers. Avant leur mort, l'association avait même injecté 800 000 euros pour la racheter, mais n'avait jamais reçu de réponse à sa proposition. 11 descendants, 5 frères et sœurs, et les 6 enfants d'Igor. Donc tout tombe en ruine. Donc cet édifice tombe en ruine. Ils l'ont racheté. Ils devaient normalement le restaurer, ils l'ont jamais fait. Et maintenant, ils espèrent qu'un truc, c'est que l'arrivée d'un mécène, donc d'une personne qui adore les patrimoines français et qui a injecté énormément d'argent pour pouvoir le restaurer, quoi. Voilà, vous savez tout maintenant sur tout ce qui s'est passé sur cette semaine. C'est un nouveau conseil, donc si vous aimez ce conseil, mettez des likes, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Abdo Imo. Ciao!